Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Besson. Bonjour Philippe. Bonjour. Qui va nous parler de son dernier ouvrage. Alors, Ceci n'est pas un fait divers. Ouais. C'est un livre que je consacre aux violences conjugales et spécifiquement au féminicide, parce que c'est un livre qui en fait part d'une rencontre avec un jeune homme qui vient un jour me voir dans une librairie où je signe mes livres, parce qu'il les lit mes livres, et puis nous entamons une conversation, et puis finalement nous nous revoyons après, et puis là je l'interroge comme il se doit sur son histoire familiale pour essayer de comprendre qui il est, d'où il vient, et il finit par me dire, il faut que je te dise, mon père a tué ma mère. Je suis resté évidemment dans une forme de stupéfaction quand il m'a dit cela, et un peu plus tard je lui ai dit mais pourquoi pas l'avoir dit avant, parce que c'est quand même un fait tellement écrasant. Et il a dit à ce moment-là deux choses qui ont décidé de l'écriture de ce livre. La première, c'est la mort de ma mère emporte tout, et moi au fond je compte pas. Alors quelqu'un qui vous dit je compte pas, moi ça tout de suite ça éveille quelque chose chez moi, en plus surtout que je n'écris que sur ça, sur les gens qui sont à côté, en lisière, sur les rebords, bord cadre, bon voilà. Et puis il a ajouté, de toute façon, je n'aurais pas les mots, je ne saurais pas raconter l'histoire. Quand vous dites ça à un romancier, bien sûr. il peut envisager de le faire à votre place. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette écriture et que j'ai cherché à raconter au fond ce qui arrive aux orphelins des féminicides. C'est-à-dire que le féminicide est le point de départ du livre, mais ça commence comme ça, mais il est vu par les enfants. C'est-à-dire comment effectivement ces enfants-là, qui se retrouvent dans cette calamité, cette catastrophe, trouvent une forme de résilience. Oui, et puis alors il y a le rôle du frère, donc c'est la petite sœur dès le début du roman qui appelle en disant voilà, papa a tué maman. Oui, absolument. Et c'est vrai que le frère reçoit l'information, il est ailleurs à ce moment-là, il est dans une autre énergie, dans une autre dynamique, et là, voilà, il veut savoir, il pose des questions, mais il y a ce souci de protéger sa petite sœur aussi, donc il ne veut pas trop en poser non plus, et la première chose, il lui dit, va dans ta chambre. Est-ce qu'il est dans la maison? Est-ce que tu veux aller chez la voisine? Et c'est vrai que finalement, d'entrée, on est plongé là-dedans, on sent nous aussi notre plexus qui se ferme, et on se dit, mais est-ce qu'il va la tuer? Est-ce qu'il va... Et c'est vrai que voilà, vous nous faites rentrer là-dedans. On est dans de la compassion, mais on est dans de l'angoisse aussi. Moi, je n'ai pas lâché l'ouvrage, je l'ai lu d'une traite. Et c'est vrai que cet amour fraternel, il ressort sur tout, en fait. Oui, au fond, c'est aussi ça qui me guidait dans l'écriture, c'est-à-dire que le réflexe du frère, c'est de se dire, il faut que j'aille sauver la petite sœur. Puisqu'effectivement, le meurtre a lieu dans une petite ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Blanquefort. À ce moment-là, le frère, qui a 19 ans, vit, lui, à Paris, parce qu'il est élève danseur. Ça fait 6 ans qu'il a quitté le domicile familial d'une certaine manière, donc il s'est éloigné d'un milieu qui est un peu toxique, tandis que la petite sœur, Léa, qui a 13 ans, elle est là, et elle a assisté au meurtre. Et donc, du coup, quand elle lui dit ça au téléphone, évidemment, son premier réflexe, c'est de dire « je saute dans un train, je viens sauver la petite sœur ». Et en même temps, une fois qu'il est sur place et qu'il a empoigné et embrassé sa sœur pour essayer justement de la sauver du désastre, il va se poser des questions, parce qu'à ce moment-là, tout revient, et il va mener une espèce d'enquête, d'investigation pour essayer de déterminer d'où ça a pu venir, et puis surtout, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il aurait dû voir, qu'est-ce qu'il n'a pas perçu et qu'il aurait dû percevoir, quels étaient les signaux, même faibles, qui sont arrivés et que je n'ai pas repérés. Est-ce qu'il y a eu des indices, même ténus, qui ont été disséminés sur le chemin, mais que je n'ai pas analysés. Donc c'est un travail à la fois terrible et éprouvant, parce que la culpabilité revient et vous dévore, et en même temps nécessaire, parce que c'est une façon de mettre à distance l'histoire. Et dans ce mouvement-là, effectivement, le frère et la sœur sont comme des naufragés sur une bouée de sauvetage ou sur un radeau au milieu d'une mer très agitée, et essaient de s'en sortir coûte que coûte. Voilà. Et puis on sent la culpabilité du frère qui est immense, parce qu'il se dit qu'il aurait pu être là, et surtout donc pour éviter que la mère décède, mais pour protéger sa sœur. Enfin, moi vraiment le fil conducteur, c'est ça. Et c'est vrai que quand il reconstruit, la petite en fait elle dévoile certains éléments, et à un certain moment, on se dit, mais est-ce que ça aurait pu être évité? Et finalement, on se dit que non, parce qu'on ne peut pas imaginer l'impensable et l'intolérable. C'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à concevoir quelque chose comme ça. C'est de l'ordre de l'inintelligible, d'abord parce que vous ne pouvez pas imaginer d'abord que votre mère va mourir, qu'elle va mourir dans des circonstances atroces, et que c'est votre père qui va la tuer. Ça suppose une imagination que personne ne peut avoir, y compris si vous êtes dans un milieu toxique où il y a de la violence, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas concevoir ça. Et vous pouvez d'autant moins le concevoir qu'au fond, le père reste la figure de protection par excellence, que la mère reste la figure d'amour par excellence, et qu'on se dit l'une ne peut pas tuer l'autre, c'est pas possible. Sauf que voilà, ça arrive, et quand ça arrive, on est dans une forme de sidération. Et donc il faut surmonter ce traumatisme-là, mais la mémoire traumatique, elle vous encombre beaucoup. Donc c'est vrai que la petite sœur, elle est très perturbée, et elle l'est d'autant plus que
elle réagit finalement différemment de son frère aîné. C'est-à-dire que le frère aîné, lui, il met son père d'emblée dans le rang des monstres, dans la catégorie des monstres. Voilà. Tandis que la petite sœur, évidemment, elle sait que son père est coupable, il n'y a aucun doute. Elle l'a vu, et elle ne lui pardonne pas. Mais c'est son père. Voilà. Et donc la question, c'est voilà, comment vous vous débarrassez de l'amour que vous avez pour votre père. C'est-à-dire que 5 minutes avant le crime, évidemment, c'était son père, et 5 minutes après, c'est encore son père. Et cette ambivalence-là dans laquelle elle se trouve, c'est une ambivalence extrêmement compréhensible, mais terrible. Terrible parce qu'elle peut vous entraîner par le fond. Et donc, c'est ce combat, au fond, de la petite sœur pour essayer de s'extraire de cette gang, mené avec le frère et le grand-père, qui est un personnage fondamental. Le grand-père, c'est extraordinaire, parce que cet homme a perdu sa fille, et puis il arrive là, il y a les enfants, puis il y a cette scène où il les amène à Leclerc pour acheter des vêtements, parce qu'il dit, voilà, il faut faire ça. Mais voilà, cet homme, il a une maison, il fait tout pour ses petits-enfants, il prend le rôle de la mère, en fait. Et c'est vrai que il ne juge pas le père. Non. Il leur dit c'est à vous de décider si vous voulez aller le voir, c'est à vous de décider. Et c'est vrai que cette figure du grand-père, pour moi, elle était fondamentale d'abord parce que dans la réalité, c'est aussi un peu comme ça que les choses se passent. Quand les enfants sont mineurs et que donc ils ont perdu leur mère et que leur père est en prison, il faut évidemment qu'on s'occupe d'eux. Parfois, ils sont mis en famille d'accueil parce que pas grand-chose est prévu pour eux, hélas. Mais parfois, ce sont les grands-parents et essentiellement les grands-parents maternels qui récupèrent les enfants. Donc là, je voulais que ce soit le grand-père parce que je voulais aussi que ce soit une figure d'homme et une figure d'une autre génération pour montrer qu'il faut se méfier des clichés. Bon. Et c'est vrai que cet homme, il y va avec tout son amour de grand-père en se disant là aussi, il faut sauver les enfants. Et c'est vrai ce que vous disiez sur la phrase « on va au Leclerc », c'est la phrase la plus prosaïque qui soit et c'est une phrase d'amour. C'est-à-dire il y a un moment, il est là et il empoigne le réel. Il y a un moment, il n'y a plus de maison puisque le crime a eu lieu dans la maison et donc là, il y a des scellés qui ont été posés, donc ils n'ont plus de toit. Et ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus rien. Voilà. En fait, et donc il dit on y va, il faut aller au Leclerc parce qu'il faut qu'on rachète des vêtements, des brosses à dents, des choses comme ça. Et je trouve que dire ça, ça peut être la phrase la plus prosaïque qui soit, mais il y a une sorte d'élan d'amour à ce moment-là extrêmement fort. Et là, il sauve. Et à la lecture, c'est la phrase qui nous fait monter les larmes parce qu'on se dit mais voilà, en fait, ils sont sauvés. Il y a le grand-père et parce que bon, en plus d'avoir perdu leur mère est en vadrouille dans la première partie du récit et ils sont dépouillés. Il n'y a plus d'habits, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la maison. Enfin, ils la récupèrent des mois ou je crois presque un an après. Mais c'est terrible parce qu'on leur enlève toute cette histoire finalement. L'ancrage, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Oui, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que donc, vous avez perdu votre mère, ce qui est évidemment une tragédie. Votre père est en prison et en plus, c'est lui qui a tué votre mère, donc c'est une deuxième tragédie. Et souvent, effectivement, l'assassinat, le meurtre a lieu dans la maison et donc du coup la maison devient une scène de crime, donc elle n'est plus accessible et donc vous n'avez l'endroit où vous avez grandi, l'endroit où vous avez été enfant, adolescent, l'endroit où vous avez vos souvenirs, c'est fini. C'est plus vous en êtes expulsé et puis c'est débrouillez-vous. C'est retrouver une chambre d'hôtel, ce que vous voulez, mais voilà, vous êtes laissé à vous-même. Et effectivement, on vous rend la maison un an plus tard, et ce qui est extraordinaire et terrifiant, c'est de se rendre compte, parce que ça je l'ai vérifié, que quand on rend la scène de crime, elle est intacte. C'est-à-dire que personne n'a songé à la nettoyer. Et donc ce sont les enfants qui rentrent dans une maison où le sang a séché et il faut nettoyer la scène de crime. Donc c'est une abomination. Donc ces enfants c'est comme si on leur envoyait des coups en permanence, et ils doivent se relever à chaque fois. Et c'est un combat titanesque pour continuer à vivre et à être debout. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'est un ouvrage, moi, qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, je vous incite à le lire. Parce que, et même les enfants jeunes, il faut le leur faire lire. Parce qu'on a tous cette force en nous. Et il faut... Voilà, des choses terribles arrivent tous les jours, malheureusement. Et de plus en plus. Et donc, il faut vraiment sensibiliser à ça, quoi. Il faut... puis si un homme violent lit cet ouvrage, peut-être que sa violence cessera, qui sait. Ça serait bien. Voilà. Et en tout cas, beaucoup de félicitations parce que donc, cet ouvrage a remporté le prix de la Baie des Anges. Oui, je suis ravi. Ah oui, franchement, mais il le mérite, c'est largement mérité. Merci. Moi, je vous suis depuis quelques années et c'est vrai que celui-ci prend particulièrement aux tripes et nous révolte aussi parfois. Merci beaucoup. Merci infiniment Philippe Besson et à très bientôt. À bientôt, merci.